Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Alors une semaine après les régionales, c'est la crise sanitaire et le variant indien qui sont dans tous les esprits. Sommes-nous à la veille d'une 4e vague? En tout cas, comment l'éviter? Puis quid de la vaccination obligatoire? Quand, comment et à qui l'imposer? Et puis à 9 mois de la présidentielle, quels enseignements tirer des régionales? Comment la majorité et Emmanuel Macron entendent-ils renouer avec les Français, avec les électeurs, en lançant de nouvelles réformes ou en se contentant de gérer les affaires courantes d'ici à 2022. Mais pour commencer, Gabriel Attal, ce qui a marqué une partie de la semaine politique, cette perquisition au ministère de la Justice, une perquisition justifiée, Gabriel Attal, conforme aux règles du droit, ou après les perquisitions qui ont visé Édouard Philippe et notamment ses ministres de la Santé, la preuve d'un acharnement des juges contre le pouvoir et contre Emmanuel Macron. Moi, je suis porte-parole du gouvernement. Il y a une séparation des pouvoirs. Je n'ai pas de commentaires ou de qualificatifs à donner à une procédure judiciaire en cours. Je n'ai pas par ailleurs beaucoup de commentaires à faire sur une procédure judiciaire en cours parce que je suis respectueux de l'état de droit et de la séparation des institutions. Je pense que c'est important de rappeler de quoi il s'agit. Il y a une procédure qui avait été lancée par la prédécesseur, Madame Belloubet, de Éric Dupond-Moretti. Il a demandé des précisions sur ce sujet, une inspection sur ce sujet. Il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire et c'est ça aujourd'hui qui fait l'objet d'une procédure et d'une enquête. Il a évidemment, le ministère, communiqué toutes les données qui étaient demandées, tous les documents qui étaient demandés. À partir de là, c'est normal que la justice fasse son travail. Quand vous avez entendu dans les médias qu'une perquisition était en cours au ministère de la Justice, ça vous a fait quand même quelque chose, non? Enfin, moi, je vais vous dire, je considère qu'on est en démocratie et que quand la justice se saisit d'un dossier, décide d'enquêter sur un dossier, c'est évidemment normal que le gouvernement ou que les ministères, quand ils sont sollicités, lui répondent. Alors, autre dossier, la crise sanitaire. Donc, avec ces signaux, ces déclarations, on va dire, alarmistes du Premier ministre, d'Olivier Véran et de vous-même. Est-ce que cette 4e vague, Gabriel Attal, on y est déjà? Non. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est nettement meilleur que ce qu'on a connu il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et vous dites nettement meilleur que ce qu'on a connu il y a quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que c'est une situation nettement meilleure que l'on a connue il y a un an? Après le premier... Au début de l'été 2020. Aujourd'hui, quand vous regardez le taux d'incidence et le taux de positivité, c'est-à-dire la part des tests positifs sur les tests qui sont faits, on est grosso modo à la situation qu'on a connue entre la fin juillet et le début août dernier. Donc 2020. Même situation, hein, même Donc, situation. Voilà, même situation, même données. On est à un niveau très même bas. Risque. Ouais. À un niveau très bas, à un moment en plus, on teste beaucoup plus qu'à l'époque. Donc on a les yeux beaucoup plus grands ouverts sur l'épidémie. Donc on a un taux d'incidence qui est en dessous de 20, c'est historiquement bas. Mais c'est vrai qu'il y a des raisons de s'inquiéter avec ce variant Delta. On a des raisons de s'inquiéter quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins, au Royaume-Uni, où l'épidémie est repartie très fort, et là pour le coup il y a une 4e vague, mais également en Russie, au Portugal. Dans d'autres pays, on observe une reprise de l'épidémie très forte liée au variant Delta. On voit que depuis quelques jours, l'épidémie ne diminue plus en France, le taux d'incidence ne baisse plus. Il était tombé très bas, donc on sait que plus on approche du bas, moins ça baisse vite, mais il y a une forme de stabilisation un peu à la hausse, très légère hausse ces derniers jours. Et donc il faut être extrêmement vigilant. Le variant Delta, il faut se rendre compte, il est extrêmement contagieux. La souche initiale du virus avait un taux de reproduction, ça veut dire une personne malade avec la souche initiale du virus pouvait contaminer en moyenne 3 personnes. Pour le variant britannique, c'était 4,5 personnes en moyenne. Pour le variant Delta, c'est entre 6 et 7 personnes. Donc c'est extrêmement contagieux. C'est pour ça qu'il faut accélérer et poursuivre la campagne de vaccination. C'est la seule arme. On va parler de la campagne de vaccination. Est-ce que par rapport à la 4e vague, la question est de savoir si elle peut être évitée ou jusqu'à quand peut-elle être repoussée? Elle peut être évitée. En tout cas, je vais vous dire, ce qui peut être évité, c'est une nouvelle vague très dure qui déferlerait sur notre hôpital. Ce qu'on constate aujourd'hui au Royaume-Uni, il faut être prudent, il va falloir continuer à observer les choses dans les jours et les semaines qui viennent. Ce qu'on constate aujourd'hui au Royaume-Uni, c'est qu'il y a une hausse très forte des contaminations, ça augmente de l'ordre de 80% par semaine, mais qu'à l'hôpital, à ce stade, la situation semble être contenue. Ce qui attesterait d'un effet de la vaccination, puisqu'on sait que le vaccin limite très fortement les formes graves. Vous êtes protégé à 90% d'une forme grave du virus quand vous êtes vacciné, y compris contre le variant Delta. Donc forme grave, on précise pour nos auditeurs, ça veut dire la réanimation et la mort. Hein. Hospitalisation, réanimation, évidemment décès, mais y compris l'hôpital. Ce qu'on a vécu dans les vagues précédentes, c'est un hôpital
surchargé, quasiment débordé. Heureusement, on ne s'est pas retrouvé dans la situation qu'ont connue certains de nos voisins qui ont dû refuser des malades à l'hôpital. Mais voilà, c'est évidemment ça qu'on veut éviter. Alors, avant des questions sur la vaccination, sur la campagne de vaccination, par rapport à ce que prépare Jean Castex, il va se concerter avec les responsables politiques, notamment les leaders de l'opposition, pour leur dire quoi, pour leur demander quoi et sous quelle forme? Il y a 3 points sur lesquels on veut avancer, en tout cas réfléchir avec les organisations politiques. Le premier point, c'est celui de la vaccination obligatoire pour les soignants. On constate que chez un certain nombre de soignants, notamment ceux qui travaillent dans les EHPAD, le taux de vaccination n'est pas satisfaisant. Et ça peut faire prendre des risques, notamment pour des résidents d'EHPAD, vous savez, qui sont les plus fragiles vis-à-vis de l'épidémie. On a constaté, notamment dans un EHPAD à Mont-de-Marsan, dont on a beaucoup parlé, que plus d'une vingtaine de résidents avaient été contaminés parce qu'une aide-soignante ne s'était pas fait vacciner et donc ils ont été contaminés. Donc vaccination obligatoire, puisqu'on dit, on va en parler. Et donc la vaccination obligatoire se pose pour les soignants. Il faut en discuter de manière transpartisane avec l'ensemble des formations politiques. Se pose pour les soignants, mais en fait, il y a urgence. Donc il y aura un projet de loi, je suppose, par rapport à ça. S'il fallait mettre en place la vaccination obligatoire pour les soignants, il faudrait un projet de loi. Le gouvernement est favorable, Jean Castex est favorable a priori à cette vaccination obligatoire, vous le confirmez? Alors, en tout cas, on veut que le débat soit posé. On n'a pas encore pris la décision, si c'est votre question. On espère aussi qu'il va y avoir un ressaisissement sur le terrain. Et d'ailleurs, Olivier Véran indiquait il y a 2 jours qu'on constatait que dans des EHPAD, on commençait à recommander des vaccins pour des personnels qui décideraient de se faire soigner, mais de se faire vacciner. Vaccination obligatoire, ça serait pour qui? Donc quel public? Et à partir de quand? C'est exactement de ça qu'on va parler avec les partis politiques. Mais je ne peux pas vous apporter la solution. Que souhaite le gouvernement? Aujourd'hui, notre cadre de travail, c'est les soignants. Ce n'est pas au-delà des soignants, c'est le cadre de travail. La question de la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population, à ce stade, ne se pose pas. Quand vous dites à ce stade, ça veut dire que ça peut se poser plus tard? Non, moi, ça veut dire qu'en tant que porte-parole du gouvernement, ça fait 1 an que je suis dans ces fonctions, que j'ai appris à ne jamais rien exclure pour l'avenir par principe. Donc on ne peut pas exclure une vaccination obligatoire pour tous les Français? C'est pas prévu. C'est pas prévu, mais à quelles conditions ça peut être validé? Je vais vous dire, aujourd'hui, on a une intention vaccinale chez les Français, déclarée dans les sondages, qui n'a jamais été aussi haute. On a encore, même si ça a un peu baissé ces dernières semaines, beaucoup d'injections qui sont faites chaque jour. On a vu ces derniers jours une augmentation des demandes de prise de premier rendez-vous. Et donc, on parie sur la confiance, mais je vais y venir, puisque c'est le deuxième sujet. Non, mais puisqu'on parle de la vaccination, une phrase, celle de Alexis Corbière, vaccination du personnel soignant. Il a dit, je crois que c'était avant-hier, je le cite, les personnels soignants ont été applaudis à 20h pendant la première vague, alors qu'ils travaillaient dans des conditions horribles, mais ils sont aujourd'hui la cible d'attaque de la part du gouvernement quant à la vaccination. Il faisait référence justement à la possibilité d'imposer la vaccination aux soignants. Qu'est-ce que vous répondez à Corbière? Moi, je trouve ça grave quand quelqu'un, et a fortiori un responsable politique, assimile la vaccination à une attaque. Enfin, la vaccination, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de protéger. De sauver des vies. De sauver des vies, de protéger de maladies. On a éradiqué dans le monde des maladies qui tuaient des centaines de milliers, des millions de personnes grâce à la vaccination. La vaccination, c'est un formidable progrès qui permet de protéger. Et donc, entendre un responsable politique parler d'attaque à propos de la vaccination, je trouve ça d'une gravité sans nom. Et gravité sans nom, ça veut dire, qui est-ce qu'il y a derrière? Opération politique, politicienne, électorale, électoraliste? C'est à lui de s'expliquer sur ses propos. Et si ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne soutient pas les soignants, qu'il dise s'il est pour ou contre le Ségur de la santé, qui a permis une augmentation, une revalorisation de 200 € net par mois pour les 2 millions de personnes qui travaillent à l'hôpital. C'est du jamais vu dans l'histoire. On n'a jamais autant augmenté les salaires de celles et ceux qui travaillent à l'hôpital dans l'histoire. Et c'est nous qui le faisons, c'est ce gouvernement. Alors par rapport à ce qu'on disait auparavant, donc vaccination obligatoire, ça va dépendre de ce qui va être décidé ou ce qui va être acté par les partis politiques, majorité et opposition. Autre question qui se pose, donc par rapport aux mesures qui peuvent être prises. Il y a eu un certain nombre de mesures drastiques qui ont été prises pour lutter contre le Covid, qui ont été prises dans certains pays. Le Portugal, par exemple, impose le couvre-feu dans 45 communes. Est-ce que ça peut être le cas en France? Est-ce que ça peut être le cas en France cet été ou pas? On avait, à l'occasion de cette 3e vague, une gestion de l'épidémie qui se faisait au niveau national, avec des restrictions qui ont été mises en place au niveau national, notamment le couvre-feu, les restrictions de déplacement, etc. Elles ont été progressivement levées par étapes. Et on a basculé maintenant dans un régime qui se fait par gestion au niveau local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, très concrètement, si on constate une reprise de l'épidémie dans un territoire donné
qui se fait de manière très forte et qui nous inquiète, on peut prendre des mesures à l'échelle d'un territoire pour contenir la reprise de l'épidémie. Prendre des mesures, ça veut dire augmenter les dépistages, ça veut dire augmenter la vaccination. Encore une fois, c'est très important que les Français se fassent massivement vacciner. Il faut éviter une fracture vaccinale dans notre pays. Ça veut dire quoi, il faut éviter une fracture vaccinale? Ça veut dire qu'il faut éviter une situation où l'épidémie reprendrait, notamment du fait de personnes qui ne se sont pas faites vacciner, et imposerait de prendre des mesures de restriction qui s'imposeraient à des personnes qui, elles, ont fait l'effort de se vacciner. Ce serait ça la fracture vaccinale. Il y aurait du ressentiment entre les Français. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le sentez, ce ressentiment de la part d'une partie des Français contre ceux qui ne sont pas vaccinés? Parce que vous avez évoqué ce sujet. J'en vois les prémices. C'est-à-dire, comment vous le voyez? J'en vois les prémices dans les échanges que j'ai avec des Français. J'étais en déplacement vendredi et samedi dans les Pyrénées-Orientales. On voit aussi ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, même s'il faut toujours faire la part des choses avec la vie réelle. Mais on voit les prémices de ce ressentiment. Et il faut à tout prix rester unis. On a besoin de rester unis dans cette crise. Et donc c'est très important que la vaccination continue à se déployer. Et puis la troisième mesure possible, si l'épidémie devait reprendre sur un territoire, c'est effectivement de prendre des mesures de gestion, comme on dit, de restrictions qui sont toujours possibles, mais à ce stade, il n'y a aucun territoire qui ne justifie qu'on... Mais ça peut être le cas. C'est dans la loi qui a été votée, la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire. On a la possibilité de prendre des mesures si l'épidémie devait repartir dans un territoire. À ce stade, il n'y a qu'un département où on a pris des mesures, c'est les Landes, où la dernière étape d'allègement des restrictions et des jauges a été repoussée au moins jusqu'à mercredi prochain. Bruno Le Maire, puisqu'on parle de vaccination, il estime que le rebond de l'économie dépendra de la vaccination des Français, qu'il juge naturelle. Il juge naturelle l'obligation de vaccination pour les professions les plus exposées. C'est ce que vous avez dit. Donc la question, pour vous demander une précision, n'est plus de savoir si l'obligation de se faire vacciner va être décidée, mais quand, comment et dans quelle mesure? Si on observe là, dans les jours, les semaines qui viennent, un ressaisissement massif et une augmentation massive de la vaccination dans les EHPAD, évidemment qu'il faudra en tenir compte. Évidemment que ça serait toujours mieux de pouvoir éviter de passer par une obligation. Mais on en prend plutôt le chemin, a priori, vu la situation et vu le consensus qui semble se dessiner autour de cette question. On va attendre de voir ce que vont répondre les différentes formations politiques. On voit dans les études d'opinion qui ont été faites que les Français sont quand même assez massivement favorables à ça. Il ne s'agit pas de stigmatiser les soignants. Moi, je veux être très clair sur ce sujet. D'où la question sur Alexis Corbière. Les soignants ont été admirables dans cette crise. Ils ont permis à notre hôpital de tenir. Ils ont permis aussi à nos EHPAD, à nos maisons de retraite de tenir dans des circonstances extrêmement difficiles, notamment la première vague. On avait fermé les EHPAD totalement. Et donc, je le dis, ils ont été admirables. Mais précisément parce qu'il y a ce dévouement et qu'il y a cette mobilisation très forte, il faut qu'ils aillent au bout de la logique et qu'ils se fassent vacciner. Autre question qui est liée à tout ça, c'est les tests. Bruno Le Maire, qui rappelle dans le Parisien, c'était samedi si je ne me trompe pas, que les tests PCR et antigéniques coûtent près de 100 millions d'euros par semaine à la France, soit 5 milliards depuis le début de l'année 2021. Est-ce à dire que les tests gratuits, c'est totalement fini? Ça veut dire que la question de la gratuité se pose. Pour tout le monde, parce qu'il a été question de faire payer les étrangers, les touristes. Les étrangers, les touristes, ça rentrera en vigueur le 7 juillet. Voilà. Est-ce que ça va être étendu à tous les Français? La question se pose assez sérieusement. Elle ne se pose pas dans l'immédiat. Pourquoi? Elle va se poser quand alors? Elle se pose plutôt autour de la rentrée. La décision peut être prise plus tôt, mais en tout cas pour l'application plutôt à la rentrée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour faire un certain nombre de choses, voyager, aller dans des festivals, aller en discothèque, vous devez présenter un pass sanitaire. Pass sanitaire, c'est soit un test négatif récent, soit un schéma vaccinal complet, ça veut dire 2 doses plus 15 jours. Il y a des Français qui n'ont pas eu de doute dans l'idée de se faire vacciner, qui sont allés se faire vacciner, qui ne sont pas encore à leur schéma vaccinal complet, notamment des jeunes, parce qu'ils ont dû attendre d'être les derniers pour pouvoir se faire vacciner, parce qu'ils s'attendent parfois à leur deuxième dose, les 15 jours après leur deuxième dose, et donc leur demander de payer un test parce qu'ils n'ont pas leur schéma vaccinal complet, alors qu'ils aimeraient bien pouvoir l'avoir, ils se sont fait vacciner, ça ne serait pas très juste. C'est pour ça qu'on voulait attendre la rentrée. C'est pour ça qu'il faut attendre un peu. Voilà. Il faut attendre que tous les Français aient eu la possibilité de se faire vacciner, d'avoir un schéma vaccinal. Et donc, après, parce qu'il faut rappeler les objectifs du gouvernement par rapport au vaccin. Ce sont quoi Nos objectifs, c'est d'ici à la fin du mois d'août, d'avoir 40 millions de Français qui ont reçu une première injection, 35 millions deux injections, et puis d'avoir pu proposer la vaccination à tous les Français d'ici à la fin de l'été. Fin de l'été, ça veut dire 21 septembre. C'est 21 septembre, je 21 septembre, voilà, c'est ça. Donc, et après, donc, vous pourrez faire payer, on pourra faire payer les tests PCR ou antigéniques. Et en réalité, je pense que le fait d'avoir pu proposer à tous les Français de se faire vacciner, a priori, pour intervenir avant, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand vous décidez de vous faire vacciner, si vous n'êtes pas vacciné, vous avez un rendez-vous très rapidement. Il y a 1,5 million de vaccins
qui sont dans des frigos aujourd'hui, qui attendent qu'une chose, c'est des Français qui viennent se faire vacciner. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous faire vacciner, vous prenez rendez-vous, vous n'avez pas de délai, vous avez une vaccination qui est proposée chez vous, près de chez vous. Si pour la deuxième dose, vous n'avez pas prévu d'être au même endroit, vous pouvez prendre rendez-vous pour la deuxième dose dans un autre centre, sur votre lieu de vacances. Si la date ne vous convient pas, vous pouvez l'adapter entre 3 semaines et 8 semaines. Enfin, il y a quand même énormément de souplesses qui sont données. Aujourd'hui, un Français qui veut se faire vacciner, il peut se faire vacciner très facilement. Quelque part, c'est la stratégie de la carotte et du bâton. Vous vous faites vacciner, pas de problème. Vous ne faites pas vacciner, vous paierez les tests PCR. Ça s'appelle de l'incitation. Mais je vais vous dire, c'est aussi un enjeu de cohésion, Frédéric Aziza, parce que moi je pense qu'au regard des chiffres que vous évoquiez, 100 millions d'euros payés par les impôts des Français pour les tests depuis par semaine, je pense qu'à un moment, il y a beaucoup de Français qui se diront mes impôts, mes cotisations sociales vont payer les tests de personnes qui veulent aller en discothèque ou voyager, mais qui ne veulent pas se faire vacciner, alors que la vaccination est gratuite. Donc c'est aussi un enjeu de cohésion. Donc on marche sur la tête. Quelque part. Encore une fois, on est encore dans une phase aujourd'hui où tous ceux qui l'ont souhaité n'ont pas pu se faire vacciner complètement. Et pour prolonger votre réponse, est-ce qu'on va pouvoir aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, au musée, dans les discothèques, ou aller voir des rencontres sportives à terme sans se faire vacciner ? Aujourd'hui, pour un certain nombre de ces activités, donc discothèques, festivals et voyages, il faut un pass sanitaire. Et encore une fois, vous pouvez être vacciné ou pas. Olivier Véran a été très clair sur le fait qu'on ne rendrait pas la vaccination obligatoire pour les Français. Bon, à partir de là, on peut avoir un pass sanitaire dont le périmètre est élargi. Ça fait partie des sujets dont on va parler avec les formations politiques. Périmètre élargi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut s'interroger sur le fait d'utiliser le pass sanitaire pour d'autres activités que celles pour lesquelles il est prévu aujourd'hui. Et ça, c'est le Premier ministre qui va en parler aussi avec les formations politiques pour regarder ce qu'il est possible de faire. Alors, autre question qui est liée à ça, le rebond de l'économie dont parle Bruno Le Maire, est-ce qu'il dépend aussi de la poursuite ou non des réformes d'ici à la fin du quinquennat ? Et on passe à un autre sujet. Bien sûr, parce que la réalité, c'est qu'on espère que grâce à la vaccination, on va pouvoir cet été sortir assez durablement de la crise sanitaire telle qu'on l'a connue. Le virus va peut-être continuer à circuler, mais en tout cas sortir des mesures de confinement, des restrictions, etc. Tous les pays dans le monde vont se lancer dans la bataille de la relance, la bataille de la reconstruction. Ils vont chercher à se moderniser, ils vont chercher à capter les nouveaux investissements, à capter des nouveaux talents. Et dans ce contexte-là, si la France se met sur pause pendant 10 mois parce qu'il y a des élections présidentielles, on va prendre du retard par rapport aux autres. Donc pas question de gérer les affaires courantes. Absolument pas question. On va non seulement continuer à réformer, parce qu'on n'avait pas arrêté, et pendant la crise Covid, on a continué sur la question du séparatisme, sur la question de l'environnement, sur la question de la haute fonction publique, par exemple, mais on va même accélérer et faire encore davantage de réformes. Alors, il y a un rendez-vous la semaine prochaine, c'est la rencontre sociale de mardi. Vous la confirmez, vous le confirmez, elle va bien voir Oui, le président va recevoir les organisations syndicales mardi, comme il s'y était engagé. Et donc, pour parler de quoi ? Alors, le président s'était engagé à les recevoir. Vous vous souvenez, il y a 2 mois, avant le sommet de Porto, qui était un sommet social européen. Il avait dit, je vous reverrai au mois de juillet pour faire un point avec vous sur l'ensemble des sujets. Quels sont ces sujets ? Il y a évidemment la crise sanitaire et son impact sur le monde du travail. Il y a la question de la relance économique et la manière dont notre économie se relance. Et puis, il y a les autres sujets d'actualité, les autres réformes et les autres pistes de réformes possibles. Alors justement, par rapport à ça d'ailleurs, il faudra bien qu'à un moment donné, Emmanuel Macron parle aux Français. Et il y a un certain nombre de rumeurs contradictoires depuis des semaines à propos de la manière dont Emmanuel Macron devrait s'exprimer. On nous dit qu'il pourrait s'exprimer jeudi prochain. Vous confirmez ou pas ? J'ai pas de date à vous annoncer ni à vous confirmer. Ce que je peux vous dire, c'est que le président s'exprimera prochainement. Prochainement ? Prochainement. Il va s'exprimer. Donc avant le 14 juillet. Et c'est normal qu'il s'exprime. Enfin, en tout cas, c'est attendu qu'il s'exprime dans un moment qui est un moment de tournant pour notre pays. Notre pays est à un tournant. Avant le 14 juillet ? Probablement. Probablement. Donc ça serait plutôt une intervention télévisée. Ah ça là, je peux vraiment pas vous donner de précision parce que je pense que je n'ai pas en tout cas ces informations. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de congrès du Parlement devant lequel le président pourrait s'exprimer. Je peux pas non plus vous faire cette annonce-là. Je ne peux pas vous dire dans quel format le président va s'exprimer. Voilà. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va probablement s'exprimer prochainement. Il va s'exprimer prochainement et donc ça peut être la semaine prochaine. Je ne peux pas vous confirmer de date, comme je vous l'ai dit. Ouais. Alors, par rapport à ce qu'il pourrait dire, justement, il y a aussi des rumeurs contradictoires à propos de la réforme des retraites. Est-ce que vous confirmez, Gabriel Attal, vous êtes porte-parole du gouvernement, donc vous êtes dans le secret des dieux, est-ce que vous confirmez qu'Emmanuel Macron veut que cette réforme, la réforme des retraites, aboutisse avant la fin du quinquennat ? Moi, je vous confirme que le président de la République, comme le gouvernement,
comme la majorité, comme je pense beaucoup de Français, considèrent qu'il faut une réforme des retraites. Évidemment, il y a des constats qui sont très largement partagés sur notre système de retraite, notamment le fait qu'il n'est pas financé, ni à moyen ni à long terme. Et que pour les jeunes générations dont je fais partie, on aimerait pouvoir bénéficier d'un système de retraite par répartition, sachant qu'on paye aujourd'hui celui des générations plus âgées. Et donc pour ça, il faut évidemment faire des réformes. Et il faut travailler plus longtemps, globalement, on le sait. Après, il y a des parcours qui sont différents, il y a des carrières plus pénibles que d'autres. Plus longues que d'autres, oui. Plus longues que d'autres, plus pénibles que d'autres. Il faut évidemment en tenir compte. Mais globalement, évidemment, c'est le sens de l'histoire. On vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. C'est ce qu'on dit depuis 92, depuis Michel Rocard. Oui. Alors la question est de savoir... Il y a un certain nombre de réformes qui ont été faites depuis, jusqu'au gouvernement Fillon, même du temps de François Hollande, avec la réforme Touraine, avec laquelle vous avez travaillé. Oui. Mais est-ce que la réforme qui a été voulue par Emmanuel Macron et par Édouard Philippe va voir le jour avant la fin du quinquennat? Ce qu'a dit le président quand il s'est exprimé il y a quelques semaines à l'occasion d'un déplacement dans son Tour de France, comme on dit, c'est que au regard du temps qu'il reste d'ici à la fin du quinquennat, il semble difficile, je crois que c'est les mots qu'il a employés, de reprendre la réforme telle qu'elle avait été faite, c'est-à-dire la réforme par points, etc. Tout reste évidemment possible par principe, mais a priori, c'est pas ça aujourd'hui qui est sur la table. La question est de savoir si cette réforme est engagée d'ici à la fin de ce quinquennat. C'est le président de la République qui aura à prendre cette décision et à la communiquer aux Français. À ce stade, je ne peux pas vous répondre sur ce sujet-là. Alors, autre question qu'il y a ça, est-ce qu'on peut, comme l'affirme Gérald Darmanin, incarner les valeurs de la droite républicaine, il parle de Emmanuel Macron, et ne pas aller au bout de la réforme des retraites? Moi, je poserais pas. C'est-à-dire envoyer ce signal aux électeurs? Mais vous savez, il y a énormément de Français et d'électeurs qui attendent qu'on réforme et qu'on transforme notre pays, y compris des électeurs de gauche. Vous rappeliez tout à l'heure qu'il y a eu une réforme des retraites sous François Hollande, portée par Marisol Touraine, très bonne réforme, qui a allongé la durée de cotisation, qui a fait qu'on demande aux Français de travailler plus longtemps, qui a permis aussi de réduire l'écart qui existe entre les salariés du privé, les régimes spéciaux. Donc, encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire que la médecine progresse, ça veut dire qu'on vit plus longtemps en bonne santé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et pour moi, ça ne me semble pas être un sujet de droite ou de gauche. Et maintenant, mais sur l'incarnation des valeurs de la droite républicaine, vous êtes d'accord avec ce constat ou pas? Oui, moi je viens pas de la droite. Constat du ministre de l'Intérieur. Moi, je viens pas de la droite. Donc, Gérald Darmanin, qui vient de la droite, est mieux placé que moi pour dire s'il considère que les valeurs qu'il a défendues quand il était dans un parti politique de droite sont aujourd'hui portées au niveau oui, mais quand il dit ça, ça veut dire que le macroniste, qui était plutôt centre-gauche au début du quinquennat, a viré vers la droite. Non, parce que moi, ce que je vous dis aussi, c'est que les valeurs de la gauche républicaine, elles sont portées au gouvernement, elles sont portées par Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça aussi le dépassement politique. Aujourd'hui, la droite de gouvernement, elle est au gouvernement, avec Gérald Darmanin, mais aussi avec Bruno Le Maire, évidemment le Premier ministre Jean Castex, Roselyne Bachelot. La gauche de gouvernement, elle est aussi au gouvernement, avec Jean-Yves Le Drian, avec Olivier Dussopt, avec Olivier Véran, avec moi-même qui viens de la gauche. Et c'est ça la force du dépassement politique, c'est que de réussir à rassembler des personnes qui viennent d'horizons politiques différents autour d'un projet de transformation du pays. Et ça, c'est plus que jamais d'actualité dans un moment de crise historique comme celui qu'on connaît. Mais on en parlera tout à l'heure, mais ça peut conduire aussi à l'échec au régional. Les régionales, pour le coup, sont des élections locales. On va en parler. Mais alors, et puis il y a aussi un autre dossier, réforme des retraites, et puis tout un tas d'autres réformes qui pourraient être envisagées. Quel signal, quel signe Emmanuel Macron voudrait envoyer à la jeunesse? D'abord, on a beaucoup agi pour les jeunes dans le cadre de la crise. On est probablement un des pays dans le monde qui a consacré le plus de moyens pour protéger la jeunesse. Le plan Un jeune, une solution, c'est 9 milliards d'euros. Ça permet aux étudiants de payer leur repas à 1 euro seulement 2 fois par jour à l'université. Ça permet des primes pour qu'il y ait davantage de jeunes qui soient embauchés. 4 000 euros pour une entreprise qui recrute un jeune de moins de 26 ans. Il y a eu autant d'embauches depuis un an que l'année précédente, alors qu'on vit une crise économique. La réforme de l'apprentissage, 8 000 euros pour les entreprises qui recrutent un apprenti. On n'a jamais eu autant d'apprentis recrutés par les entreprises dans l'histoire de notre pays. Donc voilà, tout ça, c'est extrêmement positif. Non, mais ce que demandent les jeunes ou les syndicats d'étudiants, mais c'est pas la même chose. Voilà, ils demandent de l'argent. Mais évidemment, mais il y a de l'argent. Ouais. Évidemment. Enfin, je veux dire, supplémentaire. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire davantage? Qui s'apparenterait peut-être à un Speak Jeune, je ne sais pas. La question sur laquelle on travaille, le chantier sur lequel on travaille, c'est une garantie jeune universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un jeune qui est en difficulté financière, qui a besoin d'être accompagné. On vous accompagne. C'est une question de dignité.
avec un montant qui peut être autour du RSA, autour de 500 €. Mais en contrepartie, vous avez un parcours d'insertion, vous avez une formation ou alors une activité d'intérêt général. Par exemple, via un service civique, aller aider dans une association, dans un service public. Voilà. C'est-à-dire, c'est un accompagnement financier pour ceux qui en ont besoin, mais c'est mieux que ça. C'est aussi une expérience, une ligne sur le CV qui permet d'avoir cette expérience qui est utile ensuite pour s'insérer dans l'emploi. Alors, autre dossier, autre question. Emmanuel Macron, c'est dans elle. Il s'alarme de voir la société, je le cite, se racialiser progressivement. Et il estime aussi que la logique intersectionnelle fracture tout, car elle renvoie chacun à son identité. Est-ce à dire que, on ne va pas dire les ennemis, mais en tout cas la cible ou les adversaires du pouvoir, des macronistes et de la majorité, ce sont les indigénistes? Ce que ça veut dire d'abord, c'est que le président de la République est un universaliste convaincu, et que je le suis aussi par ailleurs, et c'est vrai que c'est dans l'ADN de notre majorité. Ça a toujours été le cas? Oui, ça a toujours été le cas. Et Parce qu'il y a eu des doutes à un moment. Peut-être que des personnes ont douté. En tout cas, moi, qui je fais le choix de rejoindre Emmanuel Macron et qui ne l'ai jamais regretté, je n'en ai jamais douté. Voilà. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des personnes dans notre pays, mais c'est par ailleurs un mouvement international, qui vient notamment des universités américaines, qui sont dans une logique indigéniste, racialiste, qui est finalement une logique de repli sur le plus petit dénominateur commun entre les personnes, et qui est une logique de fracture de la société. Cette logique qui est captée par des partis de gauche. Oui. Notamment la France Insoumise, ou même les Verts, les écolos. Oui, on voit chez les écologistes et à la France Insoumise des personnes qui portent ça et qui portent cette idéologie-là. Moi, je suis en désaccord absolu avec cette idéologie. Je pense qu'elle est dangereuse, je pense qu'elle fracturerait notre société, qu'elle fracture déjà, en fait, un certain nombre de milieux, et on voit qu'il y a des tensions autour de ces idées-là, notamment dans les universités. Et est-ce que dénoncer le racialisme et en même temps faire de Marine Le Pen la première adversaire, ce n'est pas renvoyer justement dos à dos la gauche de la gauche et le Rassemblement national? Est-ce que c'est pareil pour vous d'ailleurs? Moi, il y a des idéologies avec lesquelles je suis en désaccord absolu, et d'ailleurs contre lesquelles je me bats. Voilà. Et évidemment que le Rassemblement national porte aussi cette idée d'exclusion et de rejet. Maintenant, c'est des sources idéologiques qui sont différentes, c'est des moteurs qui sont différents. Et qui appellent des réponses différentes, des réponses politiques différentes à chaque fois. Moi, je pense qu'il faut débattre projet contre projet. Et alors, on va parler un peu plus tard du Front National, du Rassemblement National. Les régionales, est-ce que l'échec quand même d'En Marche ou de la majorité n'est pas dû aussi au manque d'idées de votre parti et au manque d'incarnation de ses leaders? Les élections régionales... Même si ce sont des élections locales. Oui, ce sont des élections locales. Voilà. Et des élections locales qui ne passionnent pas les foules depuis quand même un certain nombre d'années. Certes, il y a eu une baisse très forte à ces élections, mais ça fait un certain temps que la participation baisse. Pourquoi? Parce que plus personne n'y comprend rien. Parce qu'il y a une espèce de millefeuille territoriale, une organisation territoriale que plus personne ne comprend. On ne sait plus qui fait quoi. Hier, j'étais je vous disais, à Perpignan. Voilà, j'étais dans une rue. Donc la ville de Louvalio. Voilà, j'étais dans une rue. C'est une voie. J'en discutais avec des lecteurs du journal L'Indépendant avec qui je faisais un face aux lecteurs. C'est une voie départementale, donc c'est le département qui gère la rue. Le trottoir, il est géré par la ville. Et l'éclairage de la rue, il est géré par la communauté de communes. C'est comme les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Oui, là, vous êtes sur une même rue qui est gérée par trois... voilà. Et donc, c'est vrai qu'à la fin, plus personne n'y comprend rien. Voilà. Et donc, il faut probablement revoir notre organisation territoriale, les compétences de chacun et peut-être les représentations aussi. Moi, j'ai jamais compris pourquoi François Hollande était revenu sur le conseiller territorial de Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça, Emmanuel Macron n'y est pas revenu depuis 2017. Il ne pourra pas le faire avant. Non, mais en tout cas, je pense que ça doit être dans le débat de la présidentielle. C'est-à-dire précisément. La question des compétences de l'organisation territoriale et de la représentation potentiellement via un conseil territorial, j'espère qu'elle fera partie du débat de la présidentielle. Pourquoi on n'a pas bougé sur ces questions-là? Parce que Emmanuel Macron s'est engagé, et c'était la demande des collectivités locales en 2017, à ne pas bouger, parce que ça avait tellement bougé sous François Hollande, la loi NOTRe, la loi MAPTAM, etc. Voilà, et je pense que c'est des réformes qui ont fragilisé le lien des Français avec leurs collectivités locales. Ces grandes régions qui ont en partie déraciné aussi ces collectivités locales. Ça a été un tort de réduire le nombre de régions? En tout cas, je pense que la manière dont ça a été fait n'a pas contribué à donner, à renforcer le lien entre les Français et ces collectivités. D'ailleurs, même en termes des noms qui ont été choisis, il y a cette identité qui s'est perdue. Maintenant, on habite le nord, le sud, l'est ou l'ouest, sans qu'il y ait cet attachement et cette identité qu'il y avait auparavant. Maintenant, c'est un fait. Voilà, ça a été fait. On ne reviendra pas dessus. Ça a été fait. Maintenant, on peut se poser les bonnes questions sur les compétences et sur les modes de représentation. Et sur les causes de l'abstention. Et ensuite, donc ça, c'est pour moi
une cause structurelle de l'abstention. Il y a une deuxième cause qui est la période Covid et le fait que les Français n'avaient pas la tête à ça. Voilà, ils préféraient aller faire autre chose que voter. Et puis, il y a une troisième responsabilité, entre guillemets, c'est aussi effectivement les formations politiques. Ceux qui, normalement, mobilisent les Français pour aller voter, c'est quand même les partis politiques. Et donc, chacun doit... Y compris En Marche. Mais y compris En Marche, chacun doit regarder sa part de responsabilité, évidemment. C'est logique. Mais à ce moment-là, que les oppositions le fassent aussi. Elles ont tendance en permanence à considérer que tout est de la faute du gouvernement et de la majorité. Elles ont aussi une responsabilité. Elles n'ont elles-mêmes pas fait se déplacer les foules. C'est simplement les sortants qui ont été réélus mécaniquement. Est-ce que la droite fait des bons scores dans les régions tenues par la gauche? Non, elle fait même des moins bons scores qu'aux dernières élections régionales. Est-ce que la gauche fait des bons scores dans les régions tenues par la droite? Elle fait aussi des moins bons scores qu'aux précédentes élections régionales. Il n'y a aucune percée d'aucun parti politique. Il y a un effondrement qui est celui du Rassemblement national, parce que contrairement à La République En Marche, il était représenté dans les régions. Il y a un effondrement, et ça, voilà, moi je me satisferais toujours de voir le RN reculer. Et puis pour La République En Marche, évidemment que c'est une déception de ne pas avoir réussi à s'implanter davantage dans ces élections. Autre question, justement pour essayer de faire voter les gens, est-ce que le vote par correspondance et le vote électronique peuvent voir le jour avant la présidentielle? Moi je suis favorable au vote électronique, j'ai eu l'occasion de le dire. Mais est-ce que ça peut se faire avant 2022? Il faudrait qu'un consensus se dessine assez large. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit d'accord, c'est très compliqué d'avancer, mais en tout cas, il faudrait que une forme de consensus puisse se dessiner. D'ici à quand? Puis il faudrait avoir le temps. Moi, c'est une question aussi. D'où la question d'ici à quand? Ça devient une question de temps parlementaire. Il reste 10 mois avant la présidentielle, 6 mois jusqu'à la fin de l'année. Il y a une question de choix politique et de priorité. Mais là aussi, ça peut faire partie des débats de l'élection présidentielle. Si jamais ça n'était pas fait avant. Si ça n'était pas fait avant. Et d'ailleurs, à la présidentielle, généralement, les Français votent. Donc ce serait plutôt pour les élections suivantes. Sur les élections nationales, ils votent davantage qu'aux élections locales. Est-ce juste de parler de La République En Marche comme le vaisseau fantôme de la Macronie? Je crois que c'est un titre du Monde de samedi. J'entends beaucoup de personnes, de commentateurs, de responsables politiques qui visiblement prennent plaisir à critiquer La République En Marche. Moi, je vois... Vous trouvez que tout marche bien? Non, je dis pas ça. Je dis que c'est de toute façon difficile pour un parti politique nouveau de s'implanter localement, notamment quand il est aux responsabilités au pouvoir, parce que c'est jamais simple pour un parti majoritaire de gagner des élections intermédiaires, et encore plus dans un contexte de crise épidémique. Voilà. Je dis juste qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais évidemment qu'on peut revoir un certain nombre de choses. Voilà. Mais n'oublions pas que La République En Marche, c'est des dizaines de milliers de Français qui se sont mobilisés aux dernières élections régionales, départementales, sur le terrain pour aller convaincre dans un contexte difficile, qui lésinent pas sur leur temps, qui lésinent pas sur leur énergie, parce qu'ils ont des convictions et qu'ils ont envie d'aider à transformer le pays. Et ça, c'est éminemment respectable. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a un chef, c'est Emmanuel Macron, et il n'y a pas vraiment de chef incarné à la tête d'En Marche? Il y a aujourd'hui Stanislas Guerini, qui est le délégué général de La République En Marche, mais vous savez... pour les partis politiques majoritaires, c'est-à-dire les partis de gouvernement qui étaient au gouvernement, ça a toujours été difficile aussi de faire vivre cette identité, parce que moi, ce que j'observe, c'est que quand on n'entend pas beaucoup le parti, les opposants ou les commentateurs disent que le parti n'existe pas, mais quand on l'entend beaucoup parce qu'il prend des positions qui sont parfois pas les mêmes que celles du gouvernement, on explique qu'il y a de la friture sur la ligne, que ça fonctionne pas, que c'est des couacs, etc. C'est très difficile pour un parti politique quand il est majoritaire, d'exister, d'avoir une identité. Donc vous préférez que, dans un an, être dans l'opposition? Ah non, ça je vous confirme que je souhaite qu'Emmanuel Macron soit réélu. Alors, qu'est-ce qu'il faut remanier aujourd'hui? C'est En Marche ou c'est le gouvernement? Il va y avoir En Marche une élection d'un nouveau bureau exécutif. C'est l'instance exécutive, dirigeante, le gouvernement d'une certaine manière de La République En Marche, du parti. Et donc il va y avoir un renouvellement et probablement des nouvelles priorités à cette occasion. Et le gouvernement, remaniement ou pas? Ça, c'est vraiment au président et au Premier ministre de le dire. Mais entre vous, ministres, vous devez en parler. Est-ce que depuis les élections régionales, il y a cette angoisse parmi vous? Non, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des articles dans la presse, on est souvent interrogé, comme vous êtes en train de le faire, sur le sujet. Mais je pense qu'il faut être toujours très tranquille et très lucide sur ces questions-là, en sachant que, ce sont des décisions qui nous échappent, qui ne concernent que le président et le Premier ministre, et deux, qu'en général, ceux qui savent des choses ne le disent pas, et ceux qui disent des choses ne le savent pas. Et est-ce que vous considérez que tous vos collègues ont fait leur job? Moi, je ne suis pas là du tout pour dire et pour donner des brevets ou des notes à mes collègues. Je suis là pour porter la parole du gouvernement. Ce n'est pas évident comme
comme fonction. Ça fait 1 an que je l'occupe maintenant, mais je n'ai pas de jugement à porter sur mes collègues. Alors, comme vous l'aviez rappelé, vous étiez dans les Pyrénées-Orientales jusqu'à hier samedi, et le Rassemblement national était justement en congrès ce week-end à Perpignan. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont des doutes sur la ligne de Marine Le Pen? Ah bah, j'ai plus que des doutes. Moi, je suis en désaccord absolu avec Marine Le Pen. Non, sur la ligne qu'elle pourrait ou qu'elle. Mais moi, j'aimerais savoir quelle est sa ligne. Ouais. J'aimerais savoir. Est-ce que vous dites comme Gérald Darmanin, une ligne molle? Non, je dis pas ça. Je dis que j'aimerais savoir quelle est sa ligne. Que j'entends Marine Le Pen en déplacement dans une usine tenir un discours quasi trotskiste devant les ouvriers, et quelques jours après publier une tribune dans le journal libéral L'Opinion en expliquant qu'il faut rembourser la dette coûte que coûte. J'entends Marine Le Pen fustiger l'Europe en permanence devant ses militants, et puis ensuite je l'entends à la télévision expliquer que finalement elle veut plus sortir de l'Union européenne ou de l'euro. Enfin, il n'y a pas de ligne, c'est ça la réalité. Reste cette idéologie du rejet, de la stigmatisation permanente, et puis un lourd passif aussi. C'est quoi le lourd passif? Le lourd passif, c'est celui du Front National, de Jean-Marie Le Pen. Alors moi, j'entends que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, j'entends que le Rassemblement National ne serait plus le Front National, mais encore faut-il le dire, moi, j'ai jamais entendu Marine Le Pen ou les responsables du Rassemblement National rejeter l'héritage du Front National. Et donc, tant qu'ils ne le rejettent pas explicitement, moi, je considère qu'ils le portent et qu'ils l'assument. Et Zemmour dans tout ça. Et d'ailleurs, par rapport au Front National, au Rassemblement National, est-ce qu'il faut considérer que le parti Le Peniste, le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National, est en déclin? Ce qui est certain, c'est que si vous prenez à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y aura 40% d'élus du Rassemblement National en moins qu'à la fin de celui de François Hollande. Donc c'est une victoire d'Emmanuel Macron? On a mis dès 2017 au cœur de notre projet le fait de réduire les fractures entre les Français et les peurs, et c'est ça qui alimente le Rassemblement National. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'à chaque élection intermédiaire depuis 2017, le RN a reculé. Ils ont eu moins d'élus aux élections européennes sous Macron que sous Hollande. Ils ont eu moins d'élus aux élections municipales sous Macron que sous Hollande. Moins d'élus aux élections régionales et départementales sous Macron que sous Hollande. Au bout de 4 élections, ça commence à être clairement un ressac de la marée bleu marine dont on nous affirmait depuis des années qu'elle était inéluctable et qu'elle allait tout recouvrir. Voilà. Et donc, oui, moi, je me réjouis de ça et je pense que c'est au moins en partie à mettre au crédit de notre action et de notre combat politique, parce que nous, on a toujours été très clair sur le fait que c'était des adversaires, ce qui n'est pas le cas des autres partis politiques. La droite, elle fait les yeux doux, et la gauche, elle baisse la tête devant le Rassemblement National. Et ça veut dire que, quelque part, vous dites, si pas Emmanuel Macron, si le Rassemblement National a échoué, par exemple, aux élections régionales, c'est le résultat de la politique du gouvernement et de la stratégie d'Emmanuel Macron. Il y a eu aux élections régionales une démobilisation forte de beaucoup d'électeurs qui ne sont pas allés voter. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on en est à la 4e élection intermédiaire où le Rassemblement National recule par rapport aux mêmes élections dans le précédent quinquennat. Que c'est au moins en partie à mettre au crédit de notre action et de notre combat politique. Alors Zemmour dans tout ça, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, que vous inspire le personnage Zemmour et les rumeurs autour de sa candidature à la présidentielle? Le personnage, lui aussi, porte une idéologie du repli, de la haine, de la stigmatisation avec laquelle je suis en désaccord absolu, que je rejette absolument. Sur sa candidature à l'élection présidentielle, moi, j'ai pas trop de commentaires à faire. Vous savez, heureusement que le porte-parole du gouvernement ne dit pas si un tel ou un tel a le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Non, mais ça pourrait vous inspirer quelque chose. Alors, on va préciser les choses. Zemmour, condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Zemmour, qui considère que Pétain a sauvé les Juifs français. Est-ce que ce Zemmour-là, cet homme-là, peut être candidat à la présidentielle? Vous savez, il y a un droit en France. On est dans un état de droit. Donc il y a un certain nombre de critères à remplir pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Notamment les signatures. Je ne vais pas tous les faire, mais il y a des critères d'âge, il y a des critères de parrainage. Il y a des critères il faut jouir de ses droits civiques, et puis il y a des critères de parrainage. Voilà. Une fois qu'un candidat remplit ces critères, que c'est validé par le Conseil constitutionnel, il peut être candidat. Voilà. Mais les autres peuvent aussi le combattre. Et si Éric Zemmour était candidat à l'élection présidentielle, je peux vous assurer que je ferai partie de ceux qui le combattront avec force et vigueur. Alors Éric Dupond-Moretti était invité de Radio J, du Forum Radio J, il y a 3 semaines. Et qu'est-ce qu'il disait? Il affirmait, donc il est à votre place, que CNews, la chaîne où officient Zemmour et Pascal Praud, c'est la chaîne de Marine Le Pen. Est-ce que vous dites la même chose? C'est une chaîne qui assume une forme de volonté de controverse, qui invite des éditorialistes à intervenir dans des émissions, voire à avoir leur émission. C'est le cas d'Éric Zemmour, qui véhicule une ligne, je
proche de la droite extrême que du centre. Vous direz une ligne de haine? Non, enfin, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà, il y a des figures un peu emblématiques dont on entend beaucoup parler, et notamment Éric Zemmour. Il y a d'autres émissions. Non, mais je parle de la ligne Zemmour. Est-ce que c'est une ligne de haine? La ligne Zemmour est une ligne de haine. C'est ça la question que je vous posais. Bien sûr. Je parlais pas de la chaîne CNews, je parlais de Zemmour. C'est une ligne de haine, la ligne Zemmour. Bon. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur CNews. Il se trouve que moi, il m'arrive de faire des émissions sur CNews. Je considère que ma responsabilité en tant que porte-parole du gouvernement, c'est d'aller là où on m'invite et de répondre aux questions qui me sont posées. Et comme vous êtes d'ailleurs ici aujourd'hui à Radio J, la droite dans tout ça, Gabriel Attal, est-ce qu'elle est en capacité de capitaliser sa victoire régionale? Mais encore une fois, regardez. Je dis consciemment victoire. Ouais, non, mais genre, pour savoir ce que vous en pensez. Il y a deux points. D'abord, je vous disais tout à l'heure que aucun parti ne peut se dire victorieux de ces élections régionales. Je veux dire, la droite, dans les régions qui sont dirigées par la gauche et où les présidents de gauche ont été réélus, c'est-à-dire toutes les régions concernées, fait des moins bons scores qu'aux dernières élections. Il y a des personnalités, des présidents de région qui viennent de la droite, mais qui d'ailleurs pour une partie ne sont même plus chez les Républicains, qui ont été réélus parce qu'ils étaient sortants et que tous les sortants ont été réélus. Mais il n'y a pas de percée d'un parti politique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut regarder les précédentes élections. 2004, la droite, elle perd tout, à part l'Alsace, toutes les régions. Ça ne l'a pas empêché de gagner en 2007. 2015, la droite, elle regagne des régions qu'elle avait perdues depuis bien longtemps. Ça ne l'a pas empêché de perdre en 2017. Et donc, c'est des élections locales. Et moi, je ne tirerai pas de plan sur la comète à partir des résultats des élections régionales. Alors, cette question sur la droite, pour parler de Xavier Bertrand, il est beaucoup attaqué par les macronistes, par vous-même. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il vous fait peur, Xavier Bertrand? Vous savez, moi, je n'ai pas... Que vous avez qualifié de plastique Bertrand. Oui, parce que il a, lui aussi, de quelque part... une ligne qui semble totalement à géométrie variable. On a entendu Xavier Bertrand nous expliquer qu'il fallait soutenir nos entreprises, les aider. Qu'est-ce qui freine la reprise des entreprises aujourd'hui? C'est notamment la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté à recruter. C'est pour ça qu'on fait une réforme de l'assurance chômage, qui est contestée par des syndicats, effectivement, des partis de gauche, etc. Non, le Conseil d'État a demandé à la reporter, mais il ne la conteste pas sur le fond. Que fait Xavier Bertrand? Il dit bah oui, il faut reporter la réforme de l'assurance chômage. Eh ben, c'est quand même pas très réformateur. En 2017, il nous expliquait que c'était très bien ce que faisait le gouvernement avec les ordonnances travail pour flexibiliser le marché du travail. Aujourd'hui, il nous dit que ça a été des réformes de casse sociale. Voilà, il y a effectivement des convictions, des positions qui sont très plastiques. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est lui qui sera le candidat de la droite? Est-ce qu'on peut encore, la droite, ses rivaux à droite peuvent encore l'empêcher d'être candidat? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, visiblement, sont intéressées par l'élection présidentielle. Elles ont toutes été brillamment réélues, et pour certaines, beaucoup plus brillamment que Xavier Bertrand, même si je rappelle que ça s'est fait avec un nombre d'inscrits qui n'est pas très élevé, donc il faut voir le triomphe modeste, et qu'il va y avoir un débat entre eux. Ils ont quand même une chose en commun, c'est qu'ils ont tous été au pouvoir depuis 20 ans, à divers niveaux de notre État et de notre pays, qu'ils ont tous été ministres, et qu'ils ont été ministres dans des gouvernements qui ont augmenté les impôts des Français et qui ont baissé les budgets dans les services publics, notamment dans la santé et dans la police. Voilà, ça me semble être une carte de visite pas très réjouissante pour notre pays. Et alors, sur quoi va se jouer 2022? Ça va être sur la gestion de la crise sanitaire, sur l'autorité, le régalien ou sur le social? Alors, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas dire un an à l'avance sur quoi se jouera une élection présidentielle. Si on s'était parlé en 2016, un an avant l'élection de 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, on entendait partout que l'élection de 2017 allait se jouer uniquement sur les thèmes régaliens. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'elle s'est jouée sur les sujets économiques et sociaux, sur l'Europe, sur la rénovation des pratiques politiques, notamment après l'affaire Fillon. Il y a évidemment eu la question du régalien a été abordée, mais elle n'était pas centrale. Bon. Donc là, moi, je trouve ça très difficile un an avant de se projeter et de dire sur quoi se jouera la campagne, d'autant qu'il y a une crise sanitaire qui reste présente et dont on ne sait pas quand elle sera derrière nous. Et en cas de rebond à la rentrée, d'ailleurs, ça peut avoir des conséquences sur la présidentielle, le rebond de l'épidémie? Des conséquences en termes politiques? Enfin, je veux dire, voilà, c'est un contexte qui est évidemment particulier, donc... ce qu'on souhaite pour que notre pays puisse vivre et que notre démocratie puisse vivre le plus librement possible, c'est évidemment que l'épidémie s'arrête. Dernière question. Marine Le Pen, en dépit des résultats du Front National au régional, est toujours en état de l'emporter l'année prochaine? Moi, je pense qu'il y a toujours effectivement un risque et cette possibilité, évidemment. Il ne faut pas considérer que parce qu'il y a eu un score beaucoup moins bon à une élection, et même à plusieurs élections, puisque je disais tout à l'heure qu'ils avaient baissé à chacune des élections, que le risque est écarté. Voilà. Et donc, il faut continuer à agir en répondant
aux fractures et aux peurs qui sont ce qui alimente le vote Rassemblement national. Sur la question de l'emploi, sur la question de la précarité, sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration, on va continuer à agir d'ici à la présidentielle parce que c'est ce qu'attendent les Français et parce que c'est aussi notre responsabilité vis-à-vis de l'extrême droite. Et donc on saura la semaine prochaine ce qu'Emmanuel Macron aura décidé en ce qui concerne ces réformes, c'est bien ça? J'espère. Merci en tout cas Gabriel Attal d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.